réponse dans le reportage du jour sur les préparatifs de la Tabaski. Et puis des centaines de moutons, des mois voire des années de transhumance hors du Sénégal parfois, pour aboutir à une fête traditionnelle dédiée au berger Peul, le Diaro ou la certification de bonne conduite de son troupeau. Ce soir, dans la rubrique Au cœur de nos cultures, le retour du cheptel à Belel Foneiti dans le département de Matam. Bonsoir et bienvenue à tous. Urgence sanitaire de grande ampleur. Le Sénégal est dans la dernière phase de la construction d'un centre des opérations. La première pierre a été posée ce mardi par le ministre de la Santé et l'ambassadeur des États-Unis à Dakar. C'est pas moins d'1 milliard de francs CFA que les Américains ont mis dans la cagnotte pour la finalisation du COUS. Le centre va permettre une meilleure gestion des urgences de santé publique. Oumar Diawa. C'est à l'intérieur du centre hospitalier national universitaire de Fann que va se dresser le centre des opérations d'urgence sanitaire COUS. C'est sous une pluie battante que le ministre de la Santé est venu sur les lieux, accueilli par l'ambassadeur des États-Unis. C'est une grande journée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Notre Shiny Day met une date importante, l'aboutissement d'un processus parti du fameux épisode d'Ebola en 2014. Les USA vont mettre près d'1 milliard de francs CFA pour la construction du centre. Une fois achevé, ce centre sera un exemple concret de la solidarité de nos liens bilatéraux et servira de rempart contre d'autres épidémies qui pourraient éventuellement survenir. Le Centre du contrôle des maladies, CDC, et le programme de coopération biologique des États-Unis soutiennent cette structure qui n'existe nulle part ailleurs sur le continent, excepté l'Afrique du Sud. C'est une mention particulière. Aux États-Unis d'Amérique, nous avions besoin d'une structure qui nous permette vraiment d'accueillir toutes les données sanitaires qui nous permettent de réagir et de préparer et les populations et le personnel de santé. Le COUS, dont les plans ont été dévoilés, va fonctionner sans arrêt et il a les commodités pour. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a des moments où les gens dormiront sur place, où les gens auront à manger sur place, les gens devront être là. Et c'est ça, le centre d'urgence. Si on devrait résumer les actions du COUS, elles tiendraient en 4 directions. La prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Nous mettons en place ce qu'on appelle des Rapid Response Teams, des équipes d'intervention rapide que nous appelons équipes mobiles d'intervention et de soutien. Le COUS, actuellement dans des locaux pris en location, compte une équipe permanente d'une douzaine d'agents. En période de crise, ce nombre peut aller bien au-delà avec l'appui d'autres secteurs ministériels. Suite de la tournée du directeur général de la couverture maladie universelle dans les régions Matam, Seydi Aboubacar Mbeng s'est félicité de l'implantation d'un centre d'hémodialyse. Il a annoncé la poursuite du maillage du territoire pour une bonne prise en charge des insuffisants rénaux. Oumou Kalsom Sala. Moins de 2 mois après l'inauguration du centre d'hémodialyse de Matam, le DG de la couverture maladie universelle CMU a visité les locaux et échangé avec le personnel médical sur le déroulement des opérations. La gratuité de la dialyse est un important volet de la CMU. C'est l'agence de la couverture maladie universelle qui rembourse les structures, donc qui paye à la place des patients. Et ces patients dépassaient des sommes importantes. Une dame nous a dit tout à l'heure qu'elle recevait les services dans une structure privée à Dakar, structure privée où elle payait 40 000 francs par séance, 3 fois par semaine. Ça veut dire 120 000 par semaine, 480 000 francs par mois. Vous imaginez une personne qui doit dépenser presque 500 000 francs par mois pour ces séances-là, c'est énorme. Après Matam, d'autres régions vont bénéficier d'une unité d'hémodialyse. L'objectif est d'assurer une prise en charge gratuite à tous les insuffisants rénaux, chacun dans sa région. Et sur l'ensemble du pays, c'est plus de 550 personnes qui aujourd'hui restent en vie grâce au programme de couverture maladie universelle. Et les insuffisants rénaux ont quand même besoin de recevoir ces services 3 fois par semaine. Ça veut dire que 3 fois par semaine, il faut que le malade vienne, qu'il subisse la séance. Et à ce niveau, évidemment, si la personne ne dispose pas de ces services dans son lieu d'habitation, elle est obligée carrément de déménager. Donc 5 ou 6 unités vont être mises en place ailleurs au Sénégal. Cette visite du DG de la CMU était aussi l'occasion d'installer le point focal de ce programme pour la région.
Une région qui n'a pas de chef de service au niveau en tout cas d'un organisme comme la CMU va poser un problème de coordination. Et en l'instant là, aujourd'hui, je pense qu'il nous facilite le travail de coordination que nous sommes en train de faire. Pour développer les mutuelles de santé à Orkadiéré, il faut un bureau régional à Matam. Pour développer les mutuelles de santé à Doumgaouro Alpha, il faut un bureau à Matam. On ne peut pas le faire à partir de Dakar. Et c'est pour ça que dans chacune des 14 régions, un service de l'Agence de la couverture maladie universelle a été installé avec une équipe légère de 8 personnes. Les autorités de la CMU ont aussi organisé une caravane de sensibilisation en partenariat avec le réseau national des pères éducateurs du Sénégal. Les populations sont invitées à adhérer massivement aux mutuelles de santé pour un meilleur accès aux soins sanitaires. L'État, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, poursuit les opérations de retrait des enfants de la rue. Une 20e opération a été menée aux alentours des Maristes et dans les grandes artères de Dakar. Le point avec Abassaoua. Les enfants abandonnent les rues et ruelles de la capitale. Depuis la mise en œuvre de cette mesure de retrait des enfants de la rue, 20 opérations ont été menées avec un total de 600 enfants. Des enfants qui ont transité au centre Guindi. Des enfants issus d'écoles coraniques, mais également des enfants issus des familles et des enfants qui étaient en rupture familiale. Donc nous avons ramassé dans la rue. Nous avons remarqué également une embellie de la situation des enfants dans la région de Dakar. D'autant plus qu'au niveau de certaines artères, les enfants ont remarquablement disparu. Ce qu'il faut simplement déplorer, c'est des cas sporadiques d'enfants que nous trouvons encore dans les rues. Après les opérations de sensibilisation, d'appui et de dialogue, l'heure était la mise en œuvre de mesures dissuasives et coercitives pour mieux protéger les enfants des affres de la rue. Les gens ont adopté des stratégies de repli au sein des quartiers, à l'intérieur des ruelles, et ils ont quitté maintenant les différentes artères. Mais nous continuons de manière résolue à sillonner toutes les rues et à nous intéresser de la situation de ces enfants aujourd'hui qui sont encore dans la mendicité. Ce qui est déplorable, c'est que c'est des enfants pour qui les parents savent que la mendicité est interdite. Néanmoins, ils continuent à enfreindre la loi. Et je pense qu'à partir de ce moment, nous allons passer à l'étape supérieure. Jusqu'à présent, on était dans une phase pédagogique de sensibilisation, d'appui et d'accompagnement. Aujourd'hui, je pense que personne n'est censé ignorer la loi. Cette 20e sortie s'est soldée par la conduite d'enfants au centre Guindi, où ils bénéficient d'un meilleur traitement et d'un cadre de vie et d'épanouissement. Pour cette opération, un tour a été effectué au Maris et un peu partout ailleurs. 220 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière mobilisée pour la réalisation de la ferme agricole de la commune de Aéré-Lao. Une promesse du président Macky Sall faite en octobre 2014. Aujourd'hui, 40 hectares sont aménagés, 150 jeunes y travaillent. Ibrahim Ondong. Sa taille imposante fait de ce pivot le maître des lieux. Un système d'irrigation goutte à goutte automatisé, un matériel de dernière génération importé des États-Unis d'Amérique. C'est l'ambition, développer l'agriculture dans la zone. Nous avons affaire à des jeunes, il faut leur présenter aussi une forme d'agriculture qui soit attractive, innovante, moderne. Parce que franchement, ici, on a on peut dire le top line de l'irrigation aujourd'hui, avec le goutte à goutte fixe. Parce que comme nous l'ont dit nos constructeurs qui sont aux États-Unis, à l'Arkansas, c'est la première fois que le goutte à goutte mobile sort des États-Unis. Le seul endroit où ils l'ont en dehors de l'Arkansas, c'est la Californie. Voilà, et je pense que c'est une affaire relativement intéressante. Ce pivot peut même être piloté à distance, ce qui occasionne du coup un gain de temps pour les exploitants. On a le kit qui permettrait pratiquement aux gérants de déclencher l'irrigation pratiquement à minuit, de minuit à midi. Pratiquement, il pourrait le faire sur la base avec son téléphone. Et pour le début de son exploitation, la ferme d'Aéré-Lao compte un nombre de 155 jeunes. Les 5 c'est l'emploi permanent, les 150 ce sont les associés. On a divisé ça en 6 groupes et chaque groupe a sa parcelle au niveau du périmètre. Pour la durée de la récolte, c'est à peine 3 mois ou 3 mois 15 jours comme ça. Et après la récolte, on a vendu ça à un acheteur
qui s'est basé à Diamniadio. Les jeunes qui s'y activent ont des revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Pour la culture de butternut en peine, de tous les 150 jeunes, chacun aura au moins 110 000, 115 000 par mois. Pour rappel, c'est en octobre 2014 que le président Sall leur avait fait la promesse. Aujourd'hui, tout se passe de commentaires. Tous unis pour matérialiser la vision d'un homme. Et cet homme, c'est le président de la République. Et cette vision n'est rien d'autre que le plan Sénégal émergent. Seul le travail peut constituer l'ascenseur social crédible et honorable. En vous inscrivant dans ce projet, vous confirmez que la jeunesse sénégalaise, du moins, conserve ses valeurs de job, de travail, d'honnêteté et de sincérité. Et pour permettre aux travailleurs de conserver leurs produits, un camion frigorifique sera bientôt mis à leur disposition. C'est un bon signal qui va davantage amplifier la motivation de ces jeunes d'aller de l'avant pour qu'il y ait encore plus de SIPA à Aéré Lao. C'est le président Macky Sall qui l'avait annoncé le 28 octobre 2014. Aujourd'hui, c'est fait. C'est une réalité. Nous le remercions pour ça et nous nous engageons résolument et sans réserve à ses côtés et à toute épreuve. Coût global des investissements, 220 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre aux jeunes de la localité de travailler en temps plein. Le président ne vous demande pas, et vous êtes témoin, ne vous demande pas de faire l'agriculture pendant 3 mois hivernales. Je pense que travailler 3 mois pour survivre pendant 12 mois n'est pas sérieux. Ça, ce sont des conditions qui vous permettent de travailler 12 mois sur 12 et d'avoir des revenus. Ceux qui en doutaient, je dirais maintenant aller à Aéré Lao en plus des domaines agricoles communautaires. La ferme a été rendue opérationnelle depuis le 20 juin 2016. Elle s'étend sur une superficie de 40 hectares, de quoi permettre aux exploitants d'augmenter leur capacité de production et de varier leur culture. L'orientation des nouveaux bacheliers se fera sur le site Campus N. La plateforme a été ouverte ce mardi aux bacheliers qui pourront jusqu'au 28 août remplir les formulaires de demande d'admission et de préinscription dans les institutions publiques d'enseignement supérieur. 18 choix leur sont proposés. Les détails dans ce dossier avec Seydina Lunfala. Sa future carrière sera définie peut-être par les choix qu'elle devra opérer sur le site Campus N. Au total, 18 choix sont proposés aux nouveaux bacheliers à travers Campus N, ouvert depuis ce mardi aux bacheliers. J'ai déjà consulté le site Campus N, mais après, je vais attendre plus d'informations. J'attends des conseils venant de la famille. Binta a bien raison de demander des conseils car il faut bien comprendre pour bien choisir. La première des choses à faire quand le bachelier vient sur Campus N, normalement, c'est de voir l'offre de formation qu'il y a, de voir les fiches de formation, de repérer certaines des formations qui l'intéressent. S'il a des doutes sur la procédure, il y a une page de procédure qui est là, qu'il peut également télécharger à une version imprimable. Il peut aussi voir la foire aux questions qui est mise en ligne. Ça l'aide un peu pour sa sélection des formations. Et une fois que c'est fait, il crée un compte, il reçoit un lien d'activation, il active le compte, il vient faire ses choix. Et il est important, après avoir fait ses choix, de classer ses choix par ordre décroissant de préférence. Il met la formation qu'il préfère le plus tout en haut et celle qu'il préfère le moins tout en bas. La constitution des dossiers se fait en ligne. L'orientation se fera en fonction des choix, des notes et des places disponibles dans la filière choisie. Les bacheliers des séries S ont la possibilité de faire 5 choix pour chaque université. Pour les titulaires du bac S, c'est qu'ils leur proposent de faire jusqu'à 5 choix par université, avec un nombre total global maximal de 18 choix. Pour les séries L, pour les autres séries, c'est 3 choix par université, avec un nombre maximal de 18 choix. Des innovations ont été apportées cette année. Les années passées, on vous orientait une bonne fois pour toutes et vous n'aviez plus la possibilité d'avoir une autre orientation.
Cette année, nous avons prévu de créer ce qu'on appelle des listes d'attente. C'est-à-dire, en fonction de vos notes, une première orientation vous est proposée, la meilleure que vos notes puissent vous permettre. Alors, suite à cela, nous vous indiquons également des filières que vous avez demandées, mais pour lesquelles vous êtes en liste d'attente. Si vous validez l'orientation qu'on vous a proposée, évidemment, votre nom va être retiré des listes d'attente. Mais si vous ne la validez pas jusqu'à une certaine période, dès qu'il y a une place libre dans une des listes d'attente, nous vous ferons à nouveau la proposition. Parmi les 53 000 nouveaux bacheliers, certains ont décidé de faire des concours. Néanmoins, ils doivent s'inscrire sur Campus Sen. Parce qu'un concours, on ne sait pas si on va le réussir ou pas. Donc il vaut mieux prendre ces précautions. Avant même la sortie des résultats, s'inscrire quand même sur Campus Sen. Avec son téléphone, Binta consulte le site Campus Sen. Les bacheliers ils peuvent utiliser leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone, mais nous leur conseillons l'ordinateur. Parce que peut-être ce sera plus facile pour eux surtout de trier leur choix. Les nouveaux bacheliers ont la possibilité de modifier leur choix jusqu'au 28 août, délai de rigueur pour la clôture des prescriptions dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Et puis l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, ENSAE, met 42 ingénieurs sur le marché du travail. Ils ont reçu leur diplôme ce matin. Les récipiendaires qui viennent de 7 pays sont bien outillés après 3 ans de formation pour les uns et 4 ans pour les autres. Diana Bacha. C'est la consécration de 3 années de travail pour les uns et 4 pour les autres. Issus au moins de 7 nationalités africaines, les 42 récipiendaires reçoivent leur diplôme marquant la fin d'un brillant cursus scolaire. Vous étiez de jeunes élèves ou étudiants, tous passionnés des mathématiques et pétris de talent et d'ambition. Malgré le caractère sélectif des concours d'entrée, vous avez vite compris, dès les premières évaluations, que le plus difficile n'est pas d'intégrer l'ENSAE, mais de réussir la sortie. Ces dernières années, les sortants de l'ENSAE sont tous recrutés pour renforcer le système de la statistique nationale et l'État s'emploie à accompagner l'établissement dans la voie de l'excellence. Les résultats engrangés par l'ENSAE prouvent à suffisance la disponibilité des ressources humaines de qualité pour le bon fonctionnement du système statistique national, en particulier pour les secteurs publics et privés en général. Il s'agit à présent d'assurer le développement de cette institution pour qu'elle devienne un centre africain d'excellence et de référence en matière de formation statistique, conformément à la vision définie dans son plan stratégique. D'ores et déjà, la mise à la disposition de l'ENSAE d'un terrain à Diamniadio pour abriter un véritable campus pédagogique et social devrait contribuer grandement à l'atteinte de cet objectif. Cette 6e promotion a comparé Abdoulaye Diop, le ministre de l'économie et des finances de 2001 à 2012, a le mérite d'enclencher plusieurs réformes. L'élaboration du premier et des seconds documents de stratégie de réduction de la pauvreté dans le cadre de la définition de la stratégie de développement économique et social. La définition en 2005 de la stratégie de croissance accélérée afin d'accélérer la mise en œuvre des OMD. La signature de l'instrument de soutien à la politique économique, un programme sans décaissement convenu avec le Fonds monétaire international. Le document de politique économique et sociale dans la période 2011-2015 pour intégrer les aspects socio-économiques en plus des questions de pauvreté dans le DSRP. Des réformes qui ont contribué à l'accélération de la croissance économique du Sénégal, un succès qui lui donne plus de légitimité. Des qualités d'abnégation, de travail bien fait, de sérieux, de compétence, et surtout de don de soi. Ces récipiendaires ont reçu une formation de qualité leur permettant d'aider l'État dans son travail de suivi du PSE, un travail nécessitant un bon système d'information statistique. L'opération Tabaski 2016 a démarré à Dakar à un mois de la fête de l'Aïd el-Kébir. Les points de vente sont déjà installés. D'où viennent ces moutons? Est-ce que les gens achètent? Pourquoi la vente a démarré si tôt? Réponse dans ce reportage de Koumbaya Ratemar. Alors qu'on est à un mois de la Tabaski, les moutons occupent déjà le décor dans certains quartiers de la capitale.
comme c'est le cas à Fass, à la Gueule-Tapée ou encore à la zone B. C'est des moutons qui ne sont pas habitués quand même à une certaine chaleur, à la pluie ou à certaines difficultés. Donc on est obligé de se préparer en conséquence pour les mettre dans de bonnes conditions et on est obligé de les amener très tôt pour qu'ils puissent s'accommoder aux conditions d'ici. Recherchés pour leur qualité esthétique, ces béliers sont issus de l'élevage purement urbain. C'est nous qui l'avons élevé, la moitié, mais parfois on achète ça à des éleveurs comme nous. Tous les moutons que vous voyez ici, ça a été élevé ici à Dakar. Cette race de moutons a une clientèle tirée sur le volet. D'ailleurs, presque tous ont déjà trouvé acquéreur. Non, nous avons des clients qui achètent pour leur marabout, pour leur sœur. Il y a beaucoup de clients qui viennent ici, quoi. Eux, ils achètent ça et ils laissent ça ici. Jusqu'à la fête approche, on leur donne ça. La majeure partie des moutons sont déjà vendus. Il y en a parmi eux qui préfèrent acheter très tôt et se débarrasser des histoires de tabaski là. Et pourquoi pas nous le confier même jusqu'à la veille de la tabaski. Ces moutons élevés par des Dakarois coûtent leur prix entre 150 000 et 1 million de francs CFA pour dire qu'ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses. À Matam, les éleveurs transhumants rentrent au bercail après plusieurs années à l'extérieur. Ce retour est marqué par l'organisation au village dénommé Diaro en Pulaar. C'est une pratique culturelle qui consiste à saluer le courage de ces bergers qui, loin de leur famille, ont pris soin du cheptel. Oumou Kalsoum Sall a suivi une séance de Diaro où le sprint justement du cheptel, c'est à Belel Founeydi dans le département de Matam. Un jour de fête à Belel Founeydi, un petit village du département de Matam. Les populations célèbrent le retour de leurs parents bergers après des mois de transhumance avec le cheptel. J'ai fait 2 ans entre le Mali et la Mauritanie. L'objectif était de permettre à notre cheptel de bien se nourrir tout au long de l'année. J'étais parti avec 100 têtes et je suis revenu avec 150 bêtes. Après un long séjour, parfois qui peut prendre 2 ou 3 ans, en fait, les éleveurs qui étaient partis, en général, c'est des jeunes qui quittent les concessions pour amener un certain nombre de cheptels. Et au retour, ça permet aux populations d'abord d'annoncer leur retour, mais aussi d'évaluer un peu ce qu'ils ont eu à faire durant leur séjour. Parce que par exemple, ils partent avec un petit effectif qui est décompté au moment du départ. Au retour, les gens apprécient par rapport à la prolifération du troupeau, par rapport à l'état général des animaux. Cette cérémonie appelée Diaro en Pulaar est aussi un moment pour les bergers de prouver la complicité établie avec leur troupeau. Le jeu consiste à ce que l'éleveur puisse faire tout le tour du village, rentrer au niveau de tous les obstacles, tout en continuant à être suivi par les animaux qui vont donc l'accompagner. Et ça prouve un peu que durant son séjour, il n'avait pas abandonné les bêtes pour aller se consacrer à d'autres activités, mais qu'il s'occupait de son élevage et que, en fait, c'est une sorte de certification de bonne conduite d'élevage. Le séjour dans des pays voisins à la recherche de pâturage n'est pas du tout repos pour ces bergers. Parfois, ils sont confrontés à des difficultés. Parfois, on nous accuse à tort de petites infractions et on est obligé de vendre quelques bêtes pour pouvoir payer les amendes. Des difficultés vite oubliées face à l'accueil chaleureux qui leur a été réservé entre chants, danses et repas copieux. Les enfants sont revenus ce matin après des mois passés dans d'autres pays avec beaucoup de risques. Je rends grâce à Dieu et je partage ma joie avec toute ma famille qui est présente aujourd'hui. On est dans une famille, mais c'est toute la lignée qui est convoquée. Que ce soit la lignée maternelle ou la lignée paternelle, tous sont là pour voir et c'est une manière aussi d'apprécier en fait notre fils, voilà un peu ses capacités techniques, voilà ses capacités d'élevage
Tu vois, il y a tout un sens derrière. Matam, bien arrosé depuis le début de l'hivernage, offre des pâturages bien fournis, ce qui va assurer l'alimentation du cheptel pendant au moins 4 mois. Les éleveurs transhumants pourront ainsi prendre un repos bien mérité. Le Djaro ou le marathon des moutons, c'était donc la rubrique au cœur de nos cultures. Cassano Dada, Bergamo, Milan, 3 localités italiennes avec une forte présence sénégalaise. Ce soir, nous allons à la rencontre de quelques Sénégalais, des exemples de réussite en Italie où on trouve un nouveau type d'immigrés sénégalais. De l'entrepreneuriat à la consultance et même au consulat, les Sénégalais d'Italie portent dignement nos valeurs. Tiernan Amodossir. À Bergamo, les Sénégalais sont unis. Dans une association forte, ils ont leur siège ici. Le local a coûté près d'un demi-milliard de francs CFA il y a 10 ans. Notre association créée en 1989 œuvre dans le social. Nous participons dans plusieurs initiatives au Sénégal. Lors des inondations en 2009, nous avons mobilisé 10 000 euros. Juste à côté, nous retrouvons Alun Gueye, établi en Italie depuis 30 ans. Il est chef d'entreprise. Alun emploie des Sénégalais et facilite leur insertion socio-professionnelle. def na ouvrier comme sénégalais yi ci seen début bu ñuy doog a ñëw ci réew mi ginnaaw loolu tam depuis 2003 taxawal na entreprise boo xam ne nii moom. Depuis 2003, j'ai créé ma propre entreprise après des années de présence en Italie. Je me bats et essaie de m'en sortir avec des compatriotes. Entreprise boobu noonu depuis 2003 malgré la crise ñu ngi jóg ak daanu. Après Bergamo, cap sur Cassano Dada. Ici, nous retrouvons des Sénégalais autour du thé. Ils discutent de l'actualité au Sénégal. Dans ce salon, 2 nous ont particulièrement attirés, Mamadou Souaré et Lamine Lo. Ils sont arrivés en Italie très jeunes, mais conscients et déterminés à s'en sortir. Aujourd'hui, ils sont écoutés et très respectés dans ce pays. L'immigration doit changer. Le visage de l'immigration change. Maintenant, il faut venir avec son métier. Manœuvre lay nekk, c'est-à-dire nu koy waxee koo xam ne dooleem rek lay liggéeyee may charger ay conteneurs di dugg ci yu metti affaire yi metti. Moi, j'ai pratiqué plusieurs types d'emplois et au bout de plusieurs décennies, j'ai retrouvé le métier que j'avais quand j'étais gendarme au Sénégal. Je suis gérant de stock magasin dans de grandes surfaces. boobu xam ne mos naa ko jàng boobu maa ngi au Camp Lemonnier muy approvisionnement di yëngatu ci wàllu matériel magasin pour gérer magasin groupement d'achat. La plus grande maison de distribution alimentaire en Italie nag au nord mooy Lombardie. Bon ma nekkoon foofu commencé ci préparation jóge fa dem ci nekk ci Carlis di dawal mulet. Après plusieurs années de travail, je me suis retrouvé dans le plus grand commerce d'Italie. J'ai gravi des échelons avant de me retrouver chef de division. Aujourd'hui, je suis formateur, je forme des Italiens dans mon domaine. Les réussites de l'immigration, on en trouve aussi ici à Milan. Rokhaya Batouré, après ses études supérieures au Sénégal, est venue rejoindre son époux. Installée en Italie, elle s'est engagée à distance dans la marche de notre pays. Aujourd'hui, elle est le consul général du Sénégal à Milan. Son Excellence le président Macky Sall mi nga xamantane mo am kóolute ci njabootam bi nekk extérieur. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le chef de l'État accorde une attention particulière à la diaspora. Par la grâce de Dieu, il m'a confié une responsabilité et je ne m'y attendais pas parce que je n'étais pas venue en Italie pour cela. Mais je suis fière de servir ma patrie. te si président de la République la ko suñu borom jaarale xëy na duma ko gëm wante loolu tamit daf ñu ko ne toujours itam ñun doomu Sénégal jom gi ñu am fulla gi ñu am fayda gi ñu am ak taxawaay bi ñu am ak bëgg seen réew gi ñu am bo moo war a xëy na yàlla indi ba indi tànk yi. L'Italie, avec plus de 100 000 Sénégalais identifiés dans les registres consulaires, regroupe 25% des Sénégalais de l'extérieur. La présence sénégalaise en Italie change de plus en plus.
Aujourd'hui, nos compatriotes se battent corps et âme pour porter haut, très haut, les couleurs du Sénégal. La communauté congolaise au Sénégal a célébré la fête de l'indépendance de leur pays. Ce 56e anniversaire est placé sous le signe de la paix. Il a réuni les étudiants de la diaspora congolaise au Sénégal. Fatou Diouf. Une fois de plus, la tradition a été respectée. L'indépendance du Congo, 56e édition, a été célébrée dans la communion et la fraternité. Étudiants, membres de la diaspora congolaise du Sénégal et représentations diplomatiques ont rendu hommage au père fondateur, défenseur des libertés du peuple congolais. Et manifestons notre patriotisme dans nos actes et comportements en mémoire des sacrifices de nos héros et de la joie que cela nous fait de n'être tenus à la lisière par personne. Le Congo, c'est nous. Le Congo a besoin de nous, chers étudiants. Le Congo, à l'instar de tous les pays pétroliers, connaît une crise financière. Une situation socio-économique difficile qui interpelle toutes les forces vives de la nation. Les autorités appellent à la réconciliation des populations. Les derniers événements politiques exigent que nous fassions l'impasse sur nos divisions et nos querelles pour enfin inscrire la politique dans la sphère des missions dont les caractères sont notamment le devoir et l'éthique, la justice et l'équité, le travail et l'altruisme, le tout couronné par la fraternité et la responsabilité. Chers compatriotes, la coopération bilatérale entre le Congo et le Sénégal doit connaître un nouveau souffle, au-delà des excellentes relations fraternelles qui existent entre leurs excellences, M. Macky Sall, président du Sénégal, et Denis Sassou Nguesso du Congo. Pièces de théâtre, défilés de mode, prestations d'artistes congolais ont agrémenté ce 56e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Congo. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, elle nous mène en Zambie, en Turquie et au Gabon où deux des principaux candidats de l'opposition se sont retirés en faveur de Jean Ping. Céline Lunfal. La campagne présidentielle a pris un tour nouveau ce mardi au Gabon avec l'annonce du retrait de deux des principaux candidats d'opposition en faveur d'un troisième poids lourd, Jean Ping, pour défier le président sortant Ali Bongo au scrutin à un tour unique du 27 août. Jean Ping devrait officiellement être investi candidat unique de l'opposition. Avant de s'unir, des opposants ont demandé en vain l'invalidation de la candidature d'Ali Bongo, 57 ans. Quelques 150 personnes ont été arrêtées dans le nord de la Zambie après avoir manifesté contre la victoire à l'élection présidentielle d'Edgar Lungu, un succès contesté devant la justice par l'opposition. Dans la capitale Lusaka, aucun incident n'a été signalé, mais la police anti-émeute a été déployée sur les principales artères de la ville pour prévenir d'éventuelles violences. Si le scrutin s'est déroulé dans le calme, la campagne avait été marquée par des violences inédites dans ce pays habituellement connu pour sa stabilité. Le parquet turc a requis 2 peines de prison à vie et une peine supplémentaire de 1900 ans d'emprisonnement à l'encontre de l'ex-imam Fethullah Gülen, accusé d'avoir ourdi le putsch avorté du 15 juillet. Dans l'acte d'accusation, le prédicateur de 75 ans est accusé d'avoir tenté de détruire l'ordre constitutionnel par la force. Sport football, le sélectionneur national Aliou Cissé a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match contre la Namibie, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Ils sont 24 à être sélectionnés, 24 dont Ismaïla Sarr, le sociétaire du FC Metz, honore sa première sélection. Célina Aluntiko. Sous les feux des projecteurs, Aliou Cissé éclaire la lanterne des journalistes sur sa liste des joueurs devant affronter la Namibie le 3 septembre. Par rapport à la dernière,
Un certain nombre de changements sont à noter. Les uns sont motivés par la concurrence, comme quand le retour d'Idrissa Gana Gueye barre la route à Issa Sarr. Les autres sont guidés par le manque de compétition. Lamine Gassama sans club, Bayou Marnia sans difficulté à Everton sont out. Diaondou Diagne, Famara Diédhiou, Zargo Touré font le retour. Sans oublier le remplacement du suspendu Pam Ndiaye Souaré par Salou Ciss. Mais la surprise du chef est incarnée par la première sélection d'Ismaïla Sarr. Tous les entraîneurs que j'ai eu à discuter ici sur le plan local, mes collègues techniciens à l'unanimité m'ont dit que du bien de lui. Ismaïla Sarr évolue, qui est quand même en poste où le Sénégal est en déficit. Donc c'est important d'avoir un garçon comme ça. Selon le sélectionneur, au-delà de permettre de clôturer en beauté les éliminatoires de la CAN, le match face à la Namibie devra servir de préparation du tournoi qualificatif au mondial. À travers ce match-là aussi, derrière quelques semaines après, il y a un gros match qui nous attend. On a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, le Sénégal n'est pas non plus en position qui lui permettra de fanfaronner ou de se plaindre pour ce que nous ne sommes pas. Les Lions entrent en regroupement le 29 avec une victoire contre la Namibie, la 6e en autant de matchs, et ils battront le record établi en 2011 par l'équipe d'Amara Traoré, 5 victoires, 1 nul lors des éliminatoires de la CAN 2012. Jeux Olympiques Rio 2016, 3 finales ont été disputées dans la nuit de lundi à mardi. Au saut à la perche, le